Le FT-17, qui fut, de l'aveu de tous les experts en matière de blindés, le premier char moderne du monde, possède la même architecture que le char Leclerc. Ou plutôt, si j'ose dire, puisque l'un est né avant l'autre, le char Leclerc a la même architecture que le FT-17, en termes d'arrangement mécanique. C'est-à-dire que nous trouvons de manière tout à fait classique un pilote qui est à l'avant, une tourelle qui est au milieu et un groupe autopropulseur qui est à l'arrière. Donc il y a une notion de filière technique tout à fait avérée entre un FT-17 et un char Leclerc. Évidemment, pour le reste, 80 ans de technologie et de recherche sont passés par là, et il faut bien avouer que ce brave FT-17, avec ses 7 km/h de vitesse de pointe et son petit blindage de 15 mm, n'a plus grand-chose à voir avec le monstre de technologie que nous connaissons aujourd'hui. En pleine guerre froide, la France avait lancé des études pour remplacer la génération de chars issus de la Seconde Guerre mondiale, comme les AMX-13. Divers projets verront ainsi le jour. Parmi eux, l'AMX-50, engin de 60 tonnes, véritable char lourd, était équipé de blindages inclinés de forte épaisseur, d'un canon puissant de 120 mm, d'un moteur d'environ 1000 chevaux et d'un système de chargement semi-automatique. L'AMX-50 est un matériel que nous avons conçu, étudié au début des années 50. C'est pas pour ça qu'il s'appelle 50, c'est pour sa masse. C'est un matériel qui a été finalement un des matériels qui ont permis la rénovation de l'arme blindée en France. Et c'est un matériel qui n'a jamais été produit en série. La France s'orienta plutôt vers la création d'un char moyen. Ceci aboutira à la mise au point de la série des AMX-30 au milieu des années 60. À la fin des années 60, la France avait développé un concept de char moyen, l'AMX-30. Ce char, d'un poids d'environ 30 tonnes, faisait partie de la classe des chars classiques de l'époque, comme le Léopard 1 allemand ou le T-62 soviétique. Rapidement, cet engin va devoir évoluer pour faire face aux différentes améliorations des chars adverses, comme le T-72 soviétique. L'AMX-30B2, l'AMX-32, puis le système Brennus de plaques additionnelles de blindage réactif vont être des solutions à court terme permettant d'améliorer l'engin de base. Cependant, rapidement, la nécessité de concevoir un engin entièrement nouveau va s'imposer. Un engin capable de s'opposer dans les plaines d'Allemagne aux hordes d'engins blindés du pacte de Varsovie. La genèse du char Leclerc remonte à plus d'une vingtaine d'années, quand l'état-major français a décidé de remplacer le char AMX-30, bien connu, comme étant la masse de bataille blindée du corps blindé mécanisé français qui était essentiellement stationné en Allemagne. Et le Leclerc a été conçu pour, en fait, à l'origine, contrer ce qu'on appelait à l'époque les hordes soviétiques, que l'on imaginait être une déferlante sans fin de milliers de chars et de blindés venant de l'Est. De plus, les nouvelles technologies utilisées sur le terrain, comme l'utilisation des hélicoptères de combat, remettaient en question la conception classique d'un engin de combat terrestre. En 1980, le projet Napoléon, tentative de rassembler les compétences des ingénieurs de chaque pays, va essayer de répondre à un cahier des charges précis. Le nouvel engin devra se battre à 3 contre 1, en gagnant 4 batailles technologiques différentes. La bataille de l'information, la bataille des feux, la bataille de la mobilité, la bataille de la protection. L'armée française devait combattre dans un rapport de force extrêmement défavorable que l'on estimait de 3 à 1. En clair, un char français qui était engagé sur ce qu'on aurait pu appeler le front de l'Est, pour nous Français, devait être capable de se défaire d'une menace constituée d'un peloton de chars soviétiques, c'est-à-dire 3 chars. Donc il fallait que ce char soit très bien protégé pour encaisser les coups de l'adversaire, et puis surtout, tire plus vite que l'adversaire. Et c'est comme ça que le char Leclerc est né. Ce projet n'aboutira pas, la seule concession allemande étant de proposer de donner au projet le nom de Napoléon.
Le GIAT va alors se lancer dans l'étude de ce qui sera appelé l'EPC, ou engin principal de combat. Donc à travers cet acronyme EPC, engin principal de combat, la Commission a bien signifié que l'action décisive sur le champ de bataille revenait au char. Rappelons ici qu'au même moment, les premières informations sur le Merkava commençaient à circuler, que le Léopard 2 était déjà en production et que les premiers prototypes d'Abrams américains étaient testés. La France était donc très en retard. Le char Leclerc est un très très bon sujet en matière de sociologie des techniques. Il est évident que les industriels avaient intérêt évidemment à ce que ce char soit construit, mais également les militaires. Il était donc nécessaire, par rapport à la menace que faisait peser la nouvelle génération de chars russes, de disposer d'un char capable de les battre. Fort des études précédentes, le GIAT va alors cerner de façon définitive le futur EPC. Un engin d'environ 50 tonnes, de conception terrestre classique avec une tourelle, une motorisation minimale de 30 chevaux par tonne, soit 1500 chevaux. Un canon de 120 mm à âme lisse pour rester au standard franco-allemand. Nous avons réalisé 6 prototypes qui préfiguraient dans leur silhouette générale et dans leur architecture générale ce que deviendra le char Leclerc produit en masse dans notre usine de Roanne. De manière tout à fait classique, un programme de ce qu'on appelle de qualification et d'essai d'un char ou de tout autre système d'armes un peu compliqué consiste à affecter à un prototype une gamme de tests. Alors j'illustre mon propos. Vous avez 1 ou 2 prototypes qui sont classiquement consacrés à la mobilité. Donc on va tester la mobilité de l'engin dans n'importe quel type de terrain, sous n'importe quelle latitude, sous n'importe quel type de conditions météorologiques. Il va y avoir 1 ou 2 prototypes qui vont être consacrés à ce qu'on appelle la fonction feu, c'est-à-dire bien vérifier que le char tire, qu'il tire juste, qu'il voit bien, qu'il détecte bien ses cibles et qu'il met les obus dans les cibles. Et puis il y en a enfin un que l'on sacrifie, qui subit les pires agressions, qui est le prototype qui est destiné à vérifier que le blindage tient bon. Donc on prend un char complet, on le met sur un polygone de tir, et on tire avec tout ce que l'ennemi est censé lancer sur le char dans une phase de combat. Et à notre plus grande satisfaction, aucun trou n'a été fait. De 1982 à 1990, les ingénieurs vont sans cesse améliorer les performances du nouvel engin. Le futur char allait naître. Il sera baptisé Leclerc en 1986. Nous voulons un matériel léger, compact, évolutif. Et c'est un slogan qui a donc un grand intérêt opérationnel, nous y reviendrons peut-être, mais qui pour l'ingénieur a permis finalement de guider tous les choix d'architecture mécanique de ce matériel. Mon expérience en tant qu'utilisateur de ce magnifique engin, qui est, c'est clair, l'engin, peut-être pas le meilleur char du monde, parce que le meilleur char du monde, ça n'existe pas, ça dépend du théâtre d'opération, ça dépend des circonstances, mais au moins au titre des performances, motorisation, conduite de tir et système de commandement, c'est le plus performant du monde. Le châssis reste de conception relativement classique. On trouve ainsi à l'avant gauche le poste de pilotage, à l'avant droit un barillet rotatif de munitions, au centre le compartiment de combat de la tourelle et à l'arrière le groupe propulseur. Les déports de caisse recouvrant les chenilles permettent de stocker de nombreux équipements et constituent des espaces protégés sous blindage. Le châssis le Duroc, c'est un châssis tout à fait qui était viable, puisque c'est lui qui a servi à toutes les expérimentations sur le châssis à Fontevraud pour valider le concept de l'engin, à savoir le moteur hyperbar 1500 chevaux. Le groupe motopropulseur, élément clé du Leclerc, se compose d'un moteur diesel V8X à 4 temps et à suralimentation refroidie de type hyperbar. La cylindrée est de 16,47 litres. Là où un simple turbo multiplie par environ 2,5 fois les performances, le procédé hyperbar permet lui de multiplier par 7 les performances du moteur d'origine.
De plus, ce procédé offre la possibilité d'avoir à disposition une grande puissance de façon quasi instantanée. Le Leclerc peut ainsi passer de 0 à 30 km/h en 5 secondes et demie, rouler à 72 km/h vers l'avant et à 38 km/h vers l'arrière. La barre mythique des 1500 chevaux allait être franchie. La boîte de mécanisme, ou boîte de vitesse, EMS 500, permet au Leclerc d'avoir une grande souplesse dans les rapports. Les freins du Leclerc utilisent une technologie dérivée de la Formule 1 à base d'éléments de friction en carbone. Le Leclerc lancé à pleine vitesse peut ainsi freiner sur quelques mètres. Le train de roulement du Leclerc est assez simple. Il comprend de chaque côté 2 couronnes de barbotin, 6 paires de demi-galets, 5 galets de soutien, une poulie de tension et un vérin de tension hydraulique. Le Leclerc est équipé d'une chenille à connecteur à corps en aluminium. Elles ont 635 mm de largeur, la largeur standard autant. La suspension du char Leclerc a été choisie suivant un critère extrêmement précis qui était la stabilité au tir, puisque le char Leclerc, comme vous le savez, fut le premier char au monde conçu pour pouvoir tirer normalement alors qu'il roule à très haute vitesse en tout terrain. Donc on comprend facilement que la première vertu de la suspension est de stabiliser le char de telle sorte que le canon puisse viser correctement sans trop de vibrations ni de mouvement. La suspension est équipée de l'élément de suspension oléopneumatique ou ESO. Ces 12 ESO, 6 de chaque côté, offrent au Leclerc une grande stabilité à grande vitesse. De plus, la fixation extérieure des ESO facilite grandement la maintenance. Les tests réalisés avec les différents VEHM ou véhicules expérimentaux à haute mobilité donnèrent toute satisfaction aussi bien en termes de vitesse pure et de souplesse en tout terrain qu'en termes de freinage, de franchissement ou de maniabilité. Il ne restait plus qu'à armer la bête. Plusieurs concepts de tourelles vont être étudiés par le GIAT. Il y a 6 grands projets, certains très avancés avec un armement en superstructure et 3 hommes d'équipage, et d'autres plus conventionnels, en tourelle classique avec 4 hommes. La tourelle du Leclerc est une tourelle 2 hommes. Le 3e homme traditionnel des tourelles habituelles a été remplacé par un chargement automatique qui est situé à l'arrière de la tourelle. Cette tourelle a été conçue pour optimiser la performance de tir en marche du char Leclerc. La tourelle retenue, d'un poids d'environ 18 tonnes en ordre de combat, sera conventionnelle et occupée par 2 hommes. La rotation électrique de tourelle se fera à la vitesse maximale de 40 degrés de gisement à la seconde et le pointage en site de 30 degrés à la seconde. Cette tourelle, elle est ce qu'on appelle dans notre jargon stabilisée 2 axes, suivant l'axe vertical et suivant l'axe horizontal, et permet au canon de rester en direction de la cible, quels que soient les mouvements du terrain. Il y a un système de conduite de ce qu'on appelle un système de conduite de tir automatique. La tourelle, je peux vous dire, je l'ai vu en œuvre, je l'ai vu en exercice. Vous pointez la tourelle dans une direction donnée, la caisse tourne autour, c'est impressionnant. Le char peut évoluer d'une façon aléatoire au gré du pilote, la tourelle conserve toujours la même direction. Le canon implanté dans cette tourelle sera un 120 mm de 52 calibre, soit 6,24 m à âme lisse chromée et à culasse verticale. Ce canon a été architecturé autour du tir en marche. Il est donc équilibré dans son mouvement en site. Et il a également été optimisé pour la tourelle du Leclerc, en cela que son recul est très limité et compatible du chargement automatique. La mise à feu est électrique. L'évacuation des gaz du tir se fait par surpression de l'habitacle. Au moment du tir, le canon aura un recul de 400 mm dans la tourelle. La grande spécificité du char Leclerc, c'est son chargement automatique de munitions. Dans le char Leclerc, l'équipage est réduit à 3 hommes. Et l'absence ou le retrait de ce 4e homme a une influence tout à fait considérable sur l'architecture du char. Ça permet de gagner des tonnes
Et ça permet de gagner plusieurs mètres cubes sur le char. Et cet homme a été remplacé par une machine, une sorte de robot qui charge directement les obus dans le canon. Et c'est ce qui permet au char Leclerc de pouvoir renouveler le tir et de soutenir une cadence de tir tout à fait phénoménale. La cadence de tir du Leclerc est prévue pour 10 tirs à la minute à l'arrêt et 6 tirs à la minute en mouvement. 22 obus sont chargés dans le barillet automatique et 18 autres sont stockés dans le châssis. À la sortie du canon, l'obus part à la vitesse effarante de 1800 mètres par seconde. La conduite de tir associée au canon et à son chargement automatique des obus offre au Leclerc des possibilités extraordinaires. Une fois la cible repérée, la séquence appelée DRI, soit détection, reconnaissance, identification, est lancée. Si la cible est identifiée positivement, les ordinateurs vont calculer la fenêtre de tir, c'est-à-dire le moment optimal de mise à feu en prenant en compte les principaux paramètres à la fois de la cible et du char tireur. Tout ceci s'effectue dans un délai extrêmement court et l'acquisition d'un but futur, c'est-à-dire de l'endroit où la cible sera et non pas l'endroit où la cible est, prend à peine quelques secondes. Le Leclerc, grâce à tous ces systèmes perfectionnés, peut toucher en roulant une cible de la taille d'une affiche publicitaire à presque 4 km de distance. Le Leclerc est servi par un équipage de 3 hommes. Le chef de char est assis à gauche dans la tourelle. Son rôle principal consiste à faire évoluer le char en opération en liaison avec les autres chars et à prendre les décisions tactiques nécessaires. Son pupitre de commande centralise toutes les informations relayées par l'électronique. Son poste est accessible par une trappe située sur le dessus de la tourelle. Le tireur est assis à droite dans la tourelle. Il est chargé de repérer les cibles, de les identifier et de transmettre les informations au chef de char. Le tireur est aussi en liaison constante avec le chef de char par l'intermédiaire de l'électronique embarquée. Son poste est accessible par une trappe située sur le dessus de la tourelle. C'est un système extrêmement performant qu'on appelle hunter and gunner, le chasseur et le tueur. C'est-à-dire que le chasseur voit les cibles, les désigne au tireur, qui s'en charge, et au fur et à mesure, c'est le chef de char qui redésigne la cible suivante, pendant que le tireur ne fait que de tirer. Et donc là, il y a une répartition optimum des capacités en tourelle. Le pilote est assis dans la caisse à l'avant gauche. Il est chargé de conduire le char et de s'occuper de la mécanique. Il peut recevoir directement sur son pupitre de commande les instructions d'itinéraire envoyées par le chef de char. Son poste est accessible par une trappe située sur le toit de caisse. PVP, pupitre de visualisation pilote, sur lequel on a tout ce qu'on a sur les compteurs normaux de n'importe quel véhicule, la vitesse du véhicule, le jauge carburant, le contour moteur, les éléments d'affichage de l'état batterie du char, et puis un certain nombre de boutons poussoirs pour pouvoir appeler ou raser ou effacer les différents messages qui apparaissent sur le bandeau ici. La protection du Leclerc est composée de blindages multicouches performants, modulaires, composites et compacts. Ces blindages sont faciles à produire industriellement et aisés à remplacer, même partiellement, sur le Leclerc. Le savoir-faire des ateliers de l'AMX permet donc au Leclerc de disposer d'un blindage à l'épreuve des armes anti-chars adverses, mais aussi de pouvoir évoluer dans le temps, en fonction de la menace rencontrée. Le char Leclerc a été le premier char qui fut conçu avec des blindages amovibles. Alors ça ne veut sans doute pas dire grand-chose pour le grand public, mais c'est très important pour la vie opérationnelle d'un char, puisque je rappelle qu'un char est en service pour au moins une trentaine d'années. Donc on imagine bien que la menace, les projectiles adverses, font des progrès continus au cours de ces 30 ans, et qu'un blindage qui a été conçu dans les années 80 pour faire face à des projectiles des années 80 ne sera plus tout à fait aussi résistant 20 ans après. Nous pouvons
déshabiller littéralement le char Leclerc de ses blindages. Ce sont des blocs de matériaux composites que nous pouvons retirer très facilement dans un atelier et les remplacer par de nouveaux. Le canon du Leclerc utilise plusieurs types de munitions, chacune ayant un rôle bien déterminé. Les munitions flèches sont destinées à la destruction des chars lourds. Les obus polyvalents sont plutôt destinés à la destruction de cibles faiblement blindées et à des fins antipersonnelles. Des munitions spécifiques sont aussi prévues pour la destruction de bâtiments et d'ouvrages fortifiés. Des munitions d'exercice et de manipulation sont aussi prévues. Le système de défense rapproché repose sur une mitrailleuse coaxiale de 12,7 mm montée sur le berceau du canon. 800 coups sont prévus dans la dotation de la 12,7. De plus, 4 lanceurs fumigènes, ainsi que 3 lanceurs de défense anti-fantassins sont installés sur le toit de tourelle. Ces pots sont des lances fumigènes, c'est le système Galix qui permet de masquer le char en quelques dixièmes de seconde. Un rideau de fumée se déploie, qui est opaque, au visible et à l'infrarouge. Il est aussi prévu 4 lanceurs verticaux destinés à leurrer d'éventuels missiles anti-chars à guidage infrarouge. Le Leclerc a une autonomie de 470 km assurée par des réservoirs de 1300 litres. 2 bidons largables de 200 litres chacun portent cette autonomie à 610 km. Sur ces 2 boutons-là, c'est ce qu'on appelle le largage bidon. On est capable de rajouter sur le char, pour les déplacements stratégiques longs, des bidons supplémentaires de carburant qui sont accrochés à l'arrière du char, qui se vident par gravité dans les réservoirs du char, pour les premières centaines de kilomètres parcourus par le char. Et lorsqu'on a vidé les bidons, ils sont un petit peu gênants pour les rotations tourelles, on a un système de largage automatique qui permet de jeter ces bidons qui sont récupérés par la suite par la logistique. Les ingénieurs ont étudié le Leclerc afin que la maintenance soit simplifiée au maximum. Il est possible de changer un moteur en 80 minutes, la centrale de freinage en 60 minutes, le chargement automatique en 150 minutes. Les caractéristiques finales du Leclerc sont un poids de 56 tonnes, une longueur de 9,87 m, une largeur maximale de 3,71 m, une hauteur de 2,53 m au toit de tourelle. Le premier char Leclerc dit de série est sorti fin 1991, décembre 1991. Mais la partie, je dirais, de développement du char proprement dit n'a démarré qu'au début des années 80. Donc il nous a fallu globalement 8 ans entre le moment où les premiers démonstrateurs ont été présentés au service technique et le moment où le char Leclerc de série, dans sa configuration définitive, est sorti d'usine. Le premier prototype du char Leclerc sera dévoilé en 1990 au salon de Satori. Dès le début de l'année 1992, les premiers exemplaires de série allaient être livrés à l'armée française. La carrière opérationnelle et commerciale du Leclerc allait débuter. Le char Leclerc sera présenté au monde dans les divers salons de vente de matériel militaire. Lors de ces salons, le char Leclerc sera évalué par les différents pays. L'un d'entre eux, les Émirats Arabes Unis, ou EAU, après avoir éliminé le concurrent direct du char français, le M1 Abrams, va acheter à la France un contingent important de chars Leclerc. Le groupe Nexter a produit 406 chars pour l'armée française et a produit 388 chars pour notre principal client export qui sont les Émirats Arabes Unis. J'ai été dans mon passé le chef de projet et responsable de développement du char dit EAU, c'est-à-dire le char export, dont la spécificité était de l'emmener au chaud. Mais il a fallu lui rajouter un certain nombre de fonctionnalités type climatisation. Au-delà de ça, le char de base était capable, dans ses spécifications, d'aller pour l'armée française au froid ou au chaud. Donc on lui a amené une climatisation et puis après on a traduit simplement tout ce qui est écrit dedans dans la langue qui allait bien pour que l'opérateur puisse le lire.
Les chars Leclerc, EAU, seront livrés dès 1994. Ils seront ensuite utilisés au Kosovo, en coopération avec les chars Leclerc français. Donc au total, à peu près 800 chars, auxquels il convient de rajouter une cinquantaine de chars de dépannage, donc des chars Leclerc de dépannage, qui sont une version dérivée du char de combat pour porter assistance et réparer les chars qui ont été endommagés sur le champ de bataille. Les Leclerc fournis à l'armée française et destinés à moderniser le parc blindé, principalement composé d'AMX 30 et 32, vont être organisés en régiments blindés appelés RC-80. Les RC-80 seront composés de 80 Leclerc répartis en 2 groupes d'escadrons de 40 Leclerc chacun, les GE-40. Chaque GE-40 est composé d'un Leclerc de commandement et de 3 escadrons de 13 chars chacun. Chaque escadron comprend 3 pelotons de 4 chars et 1 char capitaine. L'armée française dispose aujourd'hui de 4 RC-80, soit 320 chars Leclerc enrégimentés. Ces régiments sont le 501e et le 503e RCC, régiment de chars de combat à Mourmelon. Le 1er et 2e RCH, régiment de chasseurs à Verdun. Le 6e et 12e RC, régiment de cuirassiers à Olivet. Le 1er et 11e RC, régiment de cuirassiers à Carpiagne. Le Leclerc peut engager ses adversaires en mouvement, alors que lui-même est en mouvement. Et en même temps, le char est capable de détruire 6 adversaires qui bougent en une seule minute. Ce qui veut dire qu'on en revient à une conception traditionnelle de la cavalerie, de la charge au sabre, etc. Et d'une façon générale, la souplesse tactique du Leclerc induit une mobilité tactique particulièrement remarquable sur le champ de bataille. Ces RC-80 sont des unités mobiles, totalement autonomes et particulièrement adaptées à des missions à l'étranger. Les chars Leclerc du 501e et 503e régiment de chars de combat seront utilisés dans le cadre du maintien de la paix au Kosovo dès 1999. Cette opération correspondait à la volonté politique internationale d'éviter toute aggravation de la situation dans la région. Là où les blindés légers classiques de type VBL ou VAB ne suffisaient plus à calmer les forces en présence, les chars Leclerc ont suffi à calmer une situation orageuse par leur simple présence dissuasive. Les chars Leclerc ont été utilisés sur le terrain avec un taux de disponibilité dépassant les 90%, ce qui confirme la grande fiabilité des matériels engagés. Lors de cette opération, les chars Leclerc sont passés partout, y compris à des endroits où certains disaient qu'ils ne passeraient jamais. L'opération a débuté par un débarquement en Grèce, dans le port de Thessalonique. Les chars Leclerc ont ensuite été acheminés en EPB, engins porte-blindés, jusqu'à la frontière du Kosovo. Ils ont achevé leur déploiement opératif en faisant le dernier déplacement jusqu'à Mitrovica, en empruntant routes et chemins en compagnie de leurs engins de soutien. La présence des forces internationales de la KFOR au Kosovo, et notamment des chars Leclerc, a permis de maintenir dans la région une paix relative. Les chars Leclerc ont ainsi prouvé au monde qu'ils étaient capables d'assurer des missions autres que guerrières. Le char pourrait donc tout aussi bien être utilisé dans de longues percées au long du dispositif d'un dispositif adverse, de percées stratégiques à 100-120 km par jour. Ce sont des choses qui sont imaginables dès lors que la logistique suit effectivement. Ou le char peut être employé dans d'autres types de tâches, c'est la grande nouveauté, l'utilisation notamment dans des opérations de mission de maintien de la paix. Ça a été le cas au Kosovo. C'est à présent le cas au Liban, au sud Liban, où des Leclerc sont engagés avec la finule renforcée. L'objectif dans ce cadre-là est de créer une puissance de feu potentielle suffisamment importante pour empêcher un adversaire de vouloir jouer les fanfarons. L'intervention des chars Leclerc au Liban fait elle aussi partie des missions de maintien de la paix dévolues aux forces internationales. Les chars Leclerc seront ainsi engagés au sud Liban, dans le cadre d'une mission de sécurisation d'une zone tampon à la frontière israélienne. Encore une fois, la seule présence des chars Leclerc a suffi à calmer les esprits
et à maintenir le calme entre les éventuels belligérants. On a envoyé au Liban un escadron de Leclerc. Bon, c'est pour affirmer la présence française, c'est pour, excusez l'expression, c'est pour calmer les joueurs. Mais le char Leclerc n'a pas été engagé au combat. L'impression de force et de puissance dégagée par ces engins et le respect qu'ils imposent sont extrêmement dissuasifs et sont donc la meilleure garantie du maintien de la paix. La conception du char du futur est à l'étude. Les données en sont encore confidentielles, mais il est prévu que ce char sera à la fois un acteur et un capteur d'informations. Il est en effet reconnu aujourd'hui que le camp qui dispose du plus grand nombre d'informations fiables a de fortes chances de remporter la victoire. À cette fin, le futur char évoluera sur un champ de bataille totalement numérisé, en liaison constante avec le commandement opérationnel, les autres chars de son unité et tous les autres acteurs actifs de l'engagement, comme les autres véhicules et les fantassins. Si nous devions aujourd'hui refaire un char, je pense que l'accent serait mis sur ce que l'on appelle la numérisation du char. Donc en clair, faire du char à la fois un acteur du champ de bataille, en tant que destructeur d'ennemis, mais aussi un capteur. L'échange de données se fera en temps réel entre tous les acteurs afin de faciliter la prise de décision tactique immédiate. Ce char est prévu pour être mis en service à l'horizon 2015. En revanche, une version améliorée du char Leclerc est déjà étudiée et testée. Cette version est appelée le Leclerc 2010 ou char Azur. Azur comme adaptation aux actions, alors il y a 2 fois le A, en zone urbaine. Alors le char Azur justement préfigure un peu ce que nous pensons être le char de demain. Le char Azur est tout simplement un char Leclerc de base sur lequel nous avons apporté un certain nombre de modifications et d'équipements justement pour le rendre plus apte qu'il n'est aujourd'hui à intervenir dans la zone urbaine. Une des difficultés de la zone urbaine, c'est d'être compartimenté. Ce qui fait que ce que l'on appelle une bataille urbaine n'est en fait que la somme de dizaines, voire de centaines de micro-batailles qui se passent à l'échelon d'un bloc d'immeuble ou d'un pâté de maison. Les grandes caractéristiques du char restent les mêmes. Seules quelques modifications ont été faites. Il est destiné à être utilisé pour des actions en zone urbaine et plus particulièrement dans le cadre d'actions de dissuasion, de maintien de la paix ou d'aide aux populations. Il y a 3 types d'améliorations sur le Leclerc en zone urbaine. Il y a des améliorations du type protection du char, qui sont effectivement des blindages spécifiques rapportés pour les agressions zone urbaine, qui sont la protection des ouvertures du char, puisque malheureusement un char n'est pas fait pour être approché. À partir du moment où on l'approche, on peut envoyer dans différentes ouvertures du char des cocktails Molotov et autres projectiles enflammés, donc on protège ça. Et puis un char comme le Leclerc est, on va dire, pas forcément protégé en zone urbaine parce qu'il n'a pas une vision parfaite de tout ce qui est très proche de lui, puisque c'est un engin qui est fait pour agresser en frontal d'autres chars entre 2, 3, 4 000 mètres. Donc on donne au char la capacité de voir et de surveiller autour de lui par des systèmes de vision 360 degrés. Donc ça, c'est les éléments de protection. Le char en zone urbaine, par rapport au char en zone ouverte, a besoin de travailler avec une grande coopération avec ce qu'on appelle les éléments débarqués, tous les éléments, les fantassins qui sont autour du char. Il faut à la fois qu'ils puissent travailler avec eux, en coopération avec eux, et à la fois qu'ils ne risquent pas de blesser les fantassins. Alors on a ajouté aussi au char, pour la zone urbaine, un tourello piloté de l'intérieur du char, avec une caméra jour, une caméra nuit et une mitrailleuse spéciale sur laquelle on peut mettre de l'arme létale, non létale ou à létalité réduite en fonction de ce qui se passe dans la zone urbaine. On se sert du char pour apporter aux éléments débarqués en ville des éléments logistiques supplémentaires. Donc on a fait sur ce char des caissons d'emport supplémentaires, donc qui transportent plus de 400 kg de matériel, des brancards, des jerrycans d'eau, des munitions supplémentaires, qu'il est capable d'apporter en ville et de larguer de manière automatique sans que personne sorte du char pour donner ça aux fantassins.
Ce qu'on ne voit peut-être pas parce que c'est très discret, sur l'arrière de la tourelle, il y a 2 petites antennes qui sont à peu près de cette taille-là, qui font partie du système de communication sans fil, puisque les opérateurs qui sont au sol, certains, alors les chefs de groupe, ont une petite oreillette qui leur permet d'être en communication constante jusqu'à 200 mètres du char avec l'ensemble de l'équipage du char, pour pouvoir mener des opérations coordonnées. Le char Leclerc a été camouflé et marqué de diverses façons, selon les théâtres d'opération où il a été engagé. Le char Leclerc, utilisé en métropole, est camouflé de façon habituelle dans les 3 couleurs standardisées de l'OTAN, le vert, le noir et le beige clair. Des noms de baptême identifiant chaque char seront apposés sur chaque côté de la tourelle. Un symbole tactique et une immatriculation seront placés à l'arrière et à l'avant de la caisse. Le char Leclerc utilisé au Kosovo a été camouflé en 3 couleurs de type OTAN, le vert, le noir et le marron foncé. Là aussi, des noms de baptême identifiant chaque char seront apposés sur chaque côté de la tourelle. Un symbole tactique et une immatriculation seront placés à l'arrière et à l'avant de la caisse. Un grand marquage CAFOR blanc sera placé de chaque côté du char sur le bas de caisse. Lors de l'hiver au Kosovo, des larges bandes blanches seront peintes sur le camouflage des chars, permettant de mieux les camoufler dans les paysages enneigés. En configuration désertique, le char Leclerc a été camouflé en 2 couleurs de type OTAN, le beige clair et le marron foncé. Là encore, des noms de baptême identifiant chaque char seront apposés sur chaque côté de la tourelle. Le char Leclerc Azur sera camouflé pour faire face aux nouvelles missions en milieu urbanisé. Le camouflage prévu sera appliqué en différents tons de gris, de beige et de blanc sous forme géométrique afin de mieux se fondre dans un environnement urbain dense. Le char Leclerc est encore trop récent pour être présenté dans les musées étrangers. Il est en revanche possible de voir 2 chars Leclerc au musée des Blindés à Saumur. Le premier est un exemplaire classique du char Leclerc de première série. Il se trouve exposé dans la cour d'entrée du musée. Le deuxième exemplaire est beaucoup plus intéressant. Il s'agit en effet du 4e prototype, baptisé Duroc. Il a été utilisé pour la mise au point du char Leclerc. Cet exemplaire a servi à tester les capacités du châssis et de la suspension du futur char en situation réelle sur le terrain. La tourelle est factice et a été construite en bois. Eh bien, le char Leclerc, dans les années qui viennent, va évoluer, là aussi, selon les 2 dimensions traditionnelles qui font l'évolution de nos matériels. Il faut voir que ces matériels-là ont une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'un Leclerc, entre le début de sa conception et puis le retrait du service du dernier matériel, ça sera peut-être 70 ans. Donc il est à peine au milieu de sa vie actuellement. Et donc, on voit bien que pendant ces très nombreuses années, il faut à la fois tenir compte de l'évolution de la menace, donc des gens qu'on est censé contrer, et puis aussi de l'évolution de la technologie. Et donc, c'est le mariage, la combinaison de ces 2 évolutions, la menace d'un côté et l'évolution technologique de l'autre, qui permet effectivement de disposer à tout instant ou à tout moment, à toute période, du matériel le mieux adapté en fonction de l'évolution technique à la menace qui se présente. Et je pense que le Leclerc, avec la base que nous lui connaissons, sera un matériel qui a encore de très longues années devant lui.
Je suis Monsieur Tardy et André, je travaille chez Nexter et je suis pilote d'essai. Je suis rentré ici, c'était en 1973, donc ça fait plus de 35 ans. Ben, disons, c'est quand même un peu plus gros, la puissance déjà, et puis bon, une fois qu'on a le gabarit du véhicule en tête, ça pose aucun problème, on peut passer n'importe où. Ah ben, pour tout ce qui est chenillé, effectivement, le char Leclerc, c'est quand même... enfin, pour moi, c'est très très bien au niveau suspension, même que ça soit dans les trous en terrain, surtout en terrain d'ailleurs. Ben, j'ai sous la main directement sur moi, donc j'ai le volant. Ensuite, sur le côté gauche, j'ai le PVP, poste de visualisation pilote, hein, avec tout le contour, vitesse, les messages qui peuvent arriver. Et après, j'ai donc mon écran de contrôle avec tous les instruments qui me permettent de mettre le véhicule en route. C'est une boîte automatique, boîte hydraulique. Il y a un volant? Il y a un volant, tout à fait. Et un volant, donc une pédale de frein et une pédale d'accélérateur uniquement. Et les accélérations, comment ça se passe? C'est très puissant? Oui, c'est très puissant, oui. Surtout qu'on peut faire, à la limite faire un démarrage très très rapide dans un calage convertisseur, oui.